Manchette aujourd'hui, une application dangereuse sème la panique. Les demandes des enseignants envers le gouvernement québécois. L'agrandissement de l'école Source Vive et sur notre plateau, Charlotte Crevier, porte-parole du mouvement Extinction Rebellion. Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles, édition du 11 février 2020. Une application mobile sème la panique chez les adolescents depuis le mois d'octobre. Il s'agit d'un jeu qui permet de partager vos photos avec vos amis, du moins c'est ce que vous croyez. Vicky Bombardier, Tommy Ménard et Lauriane Gagné-Letourneau vont vous en apprendre plus sur le jeu Photoroulette. Effectivement, c'est une application qui fait beaucoup jaser. Photoroulette a connu sa popularité il y a quelques années aux États-Unis pour ensuite devenir populaire auprès des jeunes du Canada. Il s'agit d'un jeu qui peut se jouer à plus de 40 personnes. Le principe est de laisser Photoroulette accéder à votre pellicule de photos qui par la suite choisira des photos au hasard. Cette photo sera donc envoyée à tous les joueurs. Le but est de deviner à qui appartient la photo. Lorsque les jeunes téléchargent l'application, ils doivent accepter les politiques de confidentialité qui permettent à Photoroulette d'utiliser leurs photos à des fins personnelles. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent ces politiques, donc ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent en cliquant sur « J'accepte ». Nous avons donc décidé de passer en entrevue M. Régis Bernier, le policier communautaire de l'école Lebert, afin de connaître les risques de cette application. Les policiers, on trouve que c'est une application qui est un peu problématique. Il y en a une qui sort au hasard, puis tu ne sais pas ça va être laquelle, puis tu ne sais pas si quelqu'un va la capter ou faire un screenshot, ou après ça la montrer à d'autres, ou la garder pour lui, la ressortir plus tard dans une semaine, un mois, un an, 2 ans. Nous nous sommes posé la question. Les écoles sont-ils prêtes à faire face aux conséquences que cette nouvelle application peut avoir? Écoutez, quand j'ai appris, en fait, pour moi, c'est tout nouveau, cette application-là. Donc, c'est assez récent, à peine une semaine. Mais c'est sûr, la première réaction que j'ai eue, c'est d'autres problèmes à venir, dans le sens que pour le responsable d'encadrement disciplinaire, je me suis dit, il risque de déraper. J'entends déjà des histoires un peu dérangeantes, donc c'est sûr que ça rentre dans vos vies privées. C'est pour ça que j'étais un peu inquiète. Nous en avons conclu que cette application peut apporter beaucoup de problèmes. Restez à l'affût. C'était Tommy Ménard, Vicky Bombardier et Lauriane Gagné-Letourneau pour la salle de nouvelles de l'école secondaire de la Montée. Les enseignants accentuent la pression sur le gouvernement pour satisfaire leurs demandes. Richard Bergevin, le président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, nous explique les revendications de nos enseignants. Marek Sillet, Alison Breton et Mariam Kidri l'ont interrogé pour nous. Moi et mon équipe avons questionné le président du SEE sur leurs moyens de pression et leurs principales revendications envers le gouvernement. Les chandails, en fait, leur raison d'être présentement, c'est surtout un moyen de visibilité. Puis on a une visibilité à 2 égards, c'est-à-dire que les gens voient qu'il y a une situation où on est en négociation, et je pense que là-dessus, c'est important que la population soit au courant qu'il y a une négociation d'importance pour les enseignantes et les enseignants. Les demandes des enseignantes et des enseignants viennent à 2 niveaux. Il y a l'aspect conditions de travail, il y a l'aspect salarial. Si on traite de l'aspect salarial en premier, les enseignantes et les enseignants du Québec sont les moins bien rémunérés dans l'ensemble du Canada. Le salaire à l'entrée en profession est le plus bas. Le salaire au maximum de l'échelle est le plus bas et nous avons plus d'échelons à monter avant d'arriver au maximum. Ce qu'on demande présentement, c'est d'avoir une diminution du nombre d'élèves par groupe dans les groupes les plus difficiles. Donc les groupes où il y a plus de plans d'intervention, donc des élèves qui ont besoin de services un peu plus spécialisés, d'avoir moins d'élèves dans ces groupes-là pour être capable de leur donner un meilleur service. C'était Marek Sillet pour la salle de nouvelles de l'école secondaire de la Montée. Les écoles sont constamment en rénovation. Les bibliothèques changent de locaux et de nouvelles classes apparaissent. Durant l'été 2020, l'école de la Source Vive bénéficiera d'un agrandissement très coûteux. Gaël Nascimento-Thibault, Mégane Bernier et Nolan Gobeil sont allés aux nouvelles. L'école de la Source Vive vivra Noël plus tard cette année. En effet, elle a obtenu beaucoup d'argent de la part de la CSRS pour subir des rénovations et un agrandissement. Bonjour, M. Normand. Oui, bonjour. Pourquoi voulez-vous mettre autant d'argent dans l'école La Source Vive? Dans le fond, les besoins de la Source Vive, c'est un problème d'espace. On était rendu qu'il y avait trop d'élèves dans l'école pour répondre aux besoins de ce milieu-là. À Scott Corner, la Source Vive, c'est un village, c'est une communauté. Alors nous, on a fait des demandes au ministère
pour nous financer l'agrandissement de l'école. Et on a quand même eu une bonne nouvelle. Ils nous ont répondu oui et ils nous ont financé pour un montant de 2,7 millions pour faire l'agrandissement de l'école et répondre aux besoins d'espace qu'on avait dans ce milieu-là, là-bas. Ce qui va permettre un agrandissement de 4 classes ainsi qu'une bibliothèque. Pour le milieu, c'était bien important et pour nous aussi, pour garantir que les jeunes soient dans un milieu adéquat pour l'éducation. Comment avez-vous fait pour débloquer tout cet argent pour réaliser ce projet? C'est un peu comme je vous l'expliquais tantôt, c'est une demande que l'on fait au ministère. Par contre, dans les coûts qui sont aujourd'hui annoncés parce qu'on a fait des appels d'offres avec nos contracteurs qui nous disent que pour eux, ils ne peuvent pas faire ça en bas de 3,4 millions. Donc, on a un manque à gagner là, qui est, dans le fond, la différence entre le 2,7 millions et le 3,4 et quelques poussières. Là. Pour conclure, l'école de la Source Vive pourra bénéficier de 4 nouvelles classes et d'une nouvelle bibliothèque d'ici la fin de l'année 2020. C'était Gaël Nascimento-Thibault, Nolan Gobeil et Megan Bernier pour la salle des nouvelles à l'école Lebert. Trois personnes font l'objet d'une enquête au Québec pour une possible contamination au coronavirus. Mais il n'y a actuellement aucun cas présumé ou confirmé dans la province, soutient le ministère de la Santé. L'annonce présentée sous la forme d'un bref courriel précise que les 3 personnes visées par l'enquête ont été prises en charge par l'Agence de santé publique du Canada. Un cas potentiel a par ailleurs été rejeté, puisqu'il n'y avait pas de traces du nouveau coronavirus chez la personne en question, précise encore le ministère de la Santé. Le Canada devient une juridiction populaire pour blanchir des actifs illégitimes, faire des affaires par l'entremise de sociétés anonymes et ne pas payer d'impôts. Selon Transparency International, au cours des dernières années, le problème de blanchiment d'argent du Canada s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Ce phénomène s'appelle le snowwashing, ajoute-t-elle. Placez votre argent au Canada et il sera blanchi comme de la neige blanche et pure. Finalement, Donald Trump a survécu au vote de destitution de son poste de président des États-Unis. Depuis 2 semaines, Trump était dans un procès visant sa destitution entamé par les démocrates. On se rappellera que le président était sous le coup d'une procédure visant à le démettre de ses fonctions. Les démocrates avaient comme but d'apporter des témoins crédibles à la barre, ce qui n'a pas eu lieu. Aucun témoin et ni de nouveaux documents n'ont été fournis par les démocrates. Pour cette enquête, il aurait fallu au minimum 2/3 des 100 voix pour cette destitution, mais les démocrates en comptaient juste 47. Le gouvernement du Québec entend se plier au récent jugement élargissant l'accès à l'aide médicale à mourir, et ce, sans modifier la loi québécoise sur les soins de fin de vie. La ministre de la Santé, Danielle Mécan, et sa collègue de la Justice, Sonia Lebel, ont expliqué que les personnes qui réclament l'aide médicale à mourir au Québec et qui ne sont pas en fin de vie, comme l'exigeait la loi québécoise, pourront légalement y avoir droit à compter du 12 mars prochain. Ce qui signifie plus précisément qu'une personne qui est atteinte d'une maladie grave et incurable pourra désormais obtenir l'aide médicale à mourir sans qu'elle soit nécessairement en fin de vie. Le gouvernement a décrété un moratoire en ce qui concerne les gens atteints d'une maladie mentale qui voudraient l'aide médicale à mourir. Après la pause, les volets culturels et sportifs de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, plein feu sur l'école Carillon et sur notre plateau, Charlotte Crevier, porte-parole du mouvement Extinction Rebellion. OK, donc tout le monde, n'oubliez pas qu'à partir de 12h20, aujourd'hui et aussi jusqu'à jeudi, il va y avoir de la récupération.
tombé ton sel. Jeter du fumier devant le bureau du premier ministre, bloquer un aéroport, escaler la structure d'un pont, bref, un groupe prêt à tout pour se faire entendre. Extinction Rébellion est un mouvement mondial visant à inciter le gouvernement à agir face à l'urgence climatique. Alicia Blanchette s'entretient avec Charlotte Crevier, porte-parole de ce mouvement. Merci. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous de m'avoir invitée. Extinction Rebellion a été fondée en mai 2018. Est-ce que les gouvernements ont adopté des mesures grâce à vous? En Angleterre, dans le fond, le mouvement a été créé en Angleterre. L'Angleterre a déclaré l'urgence climatique suite à des pressions faites par Extinction de Rébellion. Donc, c'est une grande victoire. Ici, au Canada, il n'y a rien encore que le gouvernement a fait de concret. C'est sûr qu'il y a eu un gros changement de mentalité. On ouvre les discussions. Je pense qu'on n'a jamais parlé autant d'environnement qu'on en parle aujourd'hui. Donc, ça, c'est super positif. Puis, la question à se poser, c'est après toute cette mobilisation citoyenne-là, justement, que le gouvernement n'a rien fait, nous, on se demande est-ce qu'on peut encore compter sur notre gouvernement en ce moment? Très bien. On a remarqué que vos manifestations se distinguent de celles des autres groupes environnementaux par leur originalité. Quels sont les principaux défis liés à l'organisation de ces événements? Bien, l'originalité puis l'aspect théâtral de nos actions, c'est pas un défi du tout, c'est la partie le fun. Le réel défi quand on organise des actions, c'est tout ce qui est l'aspect de risque, de gestion de risque, gestion d'arrestation. Donc, c'est vraiment, dans le fond, quand on organise les actions, c'est de prendre en considération tout ce qui peut se passer, tous les débordements qui peuvent arriver, le stress aussi, puis les lois qui sont mises en place qui nous briment aussi dans nos actions. Nous, ce qu'on fait, c'est de la désobéissance civile non violente, mais on ne sait jamais comment les autorités vont réagir une fois qu'on réalise une action. Il y a aussi l'aspect des médias. Donc, comment que notre message va sortir quand on fait des entrevues, quand on fait une action. Nous, on envoie un message, mais on ne sait jamais des fois avec la déformation médiatique, avec le sensationnalisme, comment ça va sortir. Merci. Certains membres d'Extinction Rebellion ont escaladé la structure du pont Jacques-Cartier. Suite à cette manifestation, votre groupe a reçu des plaintes et des commentaires négatifs. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Bien, premièrement, j'aimerais ça dire aussi qu'on a reçu énormément de commentaires positifs. Il y a plein de gens qui nous ont appuyés dans cette action-là. Il y a plein de gens qui ont joint le mouvement aussi après cette action-là. Pour les gens qu'on a dérangés pour les commentaires négatifs, on est profondément désolés d'en être rendus là aujourd'hui à faire des actions comme ça. C'est pas le fun pour personne, ni pour les personnes qui ont monté sur le pont, ni pour les gens que ça l'a dérangé. C'est pas le fun d'en être rendu là, mais il faut que le message passe. On est en crise climatique. On a monté sur le pont pour ça, pour dénoncer qu'est-ce qui se passe, pour que le message passe. Puis c'est ça, fait qu'on est désolé d'en être rendu là, mais on a fait ça pour les gens justement qui étaient là, pour les futures générations, pour pas laisser une planète qui est en train de mourir. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, pour que le message passe. On espère que le message va passer. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Charlotte Crevier est porte-parole et membre d'Extinction Rebellion. La planète est un grand danger, et ce, pas depuis hier. Plusieurs mesures sont mises en place pour essayer de sauver la planète. Nos efforts portent-ils leurs fruits? Est-ce suffisant? C'est pour cette raison que les élèves de l'école primaire Brébeuf ont signé la peinture d'Ultranan, un artiste sherbrookois, pour sensibiliser la population à s'engager à sauver la planète. Les journalistes Floribert Arumugisha et Maxime Dauphinet nous en parlent davantage. Le 21 janvier dernier, 402 élèves de l'école primaire Brébeuf ont signé une œuvre engagée de l'artiste sherbrookois Ultranan, qui sera offerte aux élus de la ville de Sherbrooke dans la semaine qui a suivi. Tout ça dans le but de demander au conseil municipal de Sherbrooke de veiller sur la planète. Pourquoi avez-vous signé cette peinture? Parce que c'est pour sensibiliser les gens, pour qu'ils fassent attention à l'environnement. Puis, c'est ça. D'accord. On a signé cette peinture à cause que, comme il faut sensibiliser les élus à vraiment prendre soin de l'environnement. Puis c'est toutes nous qui aurons les dégâts
de qu'est-ce qu'ils ont fait là. D'accord. Et toi? J'ai signé la peinture pour sensibiliser les élus. OK. Selon vous, que signifie l'engagement des jeunes par rapport à ça? Bien, c'est très positif. Moi, ça me donne espoir en l'avenir de voir ça, là, que les enfants soient autant mobilisés et qu'ils aient le goût de faire attention à l'environnement. Oui, c'est vraiment positif, je pense. Pour conclure, que pensez-vous faire de plus dans une année rapprochée pour aider davantage à sauver la planète? Les élèves de l'école primaire Carillon se sont fait inviter à participer à l'émission de télévision Vite ou pas vite, animée par Jean-Sébastien Busque et Frédéric Chouanière. L'émission consiste à regarder des objets en mouvement, au ralenti et à étudier leur physique. Les journalistes Cédric Bélanger, Gabriel Ouellette et Arnaud Graveline ont couvert le sujet. Dans l'émission Aimer vite, pas vite, Fred et Jean-Sébastien sont deux animateurs qui accompagnent des jeunes du primaire dans plusieurs expériences enrichissantes. Cette fois-ci, ils sont allés voir les élèves de l'école Carillon. L'émission a été diffusée la fin de semaine du 24 janvier et la fin de semaine du 1er février. Dans chaque épisode de cette émission, ils utilisent une caméra pour capter des mouvements qui durent quelques secondes. Ils viennent ensuite ces images qu'on peut ensuite détailler et remarquer les caractéristiques physiques de ces éléments. Dans l'épisode qui nous intéressons, il s'agit d'un ballon qui est expérimenté sur le Bob, le mannequin de leur équipe. C'est quoi que tu as le plus aimé dans l'émission, à faire l'émission Vite pas vite? Filmer ce que les autres faisaient, c'était vraiment cool. Si tu avais une caméra qui filmait au ralenti, ferais-tu des expériences toi-même? Voir quelqu'un courir, mais comme vraiment lentement. À l'origine, j'ai reçu un courriel qui invitait les enseignants à inscrire leur classe. Je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai inscrit ma classe. Non, je crois sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu oui ou qui ont envoyé leur candidature. Que penses-tu que tes élèves ont tiré de cette expérience-là? En général, c'est de voir une journée de tournage, comment ça se passe. Ils ont vu que c'était particulièrement long. Ça a commencé de 7 h le matin, ça a fini vers 5h30 le soir. Quand même, pour un 7 minutes à la télé, c'est quand même une très longue journée. Il y a ça. Il y a eu les mouvements des fluides aussi, avec les peintures et tout ça. Au ralenti, c'est pas la même chose que ce qu'on peut voir avec les yeux. Merci beaucoup d'avoir passé à notre reportage. Maintenant, on sait qu'on ne pourra plus vous en passer une petite vite. Pour conclure, les enfants ont beaucoup apprécié leur expérience. Peut-être que celle-ci a créé en ces enfants un intérêt pour les sciences. Le 13 janvier 2020, la commission scolaire de la région de Sherbrooke lance un sondage en ligne sur les saines habitudes de vie des élèves de 4 à 17 ans. Cela permettra d'avoir un plan complet et détaillé sur la santé des jeunes de la CSRS afin d'aménager des infrastructures sportives où l'on pourrait favoriser des habitudes de vie plus saines. Comme par exemple, dans l'école primaire Boisé-Faby, où la cour de récréation a été repensée pour inciter les jeunes à bouger davantage. Nous avons interrogé divers professionnels de la santé afin de comprendre de quelle manière pouvons-nous changer nos habitudes de vie dans le but de les améliorer. Le 13 janvier dernier, la commission scolaire de la région de Sherbrooke a lancé un sondage en ligne sur les saines habitudes de vie des élèves de 4 à 17 ans. Cela permettra d'avoir un plan complet et détaillé sur la santé des jeunes depuis 10 ans, c'est-à-dire la dernière fois que le sondage a été lancé. Comme par exemple, dans l'école primaire Boisé-Faby, on a décidé de réaménager afin d'inciter les jeunes Selon les statistiques, on retrouve 51% qui consomment des boissons gazeuses. Qui consomment ce qui peut être mauvais avec ces jus de fruits, ce sont justement les taux élevés de jus de fruits et les boissons gazeuses contiennent des taux élevés et les boissons gazeuses contiennent des taux élevés jusqu'à 33 grammes de notre maximum de 50 grammes. Là, il reste à savoir si les mesures qui ont été appliquées ont bel et bien eu des effets sur la santé des jeunes et comment cela les impactera dans le futur. Et comment cela les impactera pour la salle des nouvelles. C'était David Sirois pour la salle des nouvelles. C'est la fin de notre édition 11 février 2020. Bulletin réalisé par Frédéric Lessard et Mariana Lacroix-Champagne. Vos lecteurs Alexia Jumainville et moi-même, Chuck Courtemanche.
Le bulletin est enregistré devant les élèves de secondaire 4 avec leur enseignante Pascal Laberge, ainsi que les élèves d'Édith Lemieux. Merci et à la prochaine.